Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici quand on m'a proposé de modérer, d'animer, d'échanger avec nos intervenants et intervenantes et avec vous bien évidemment. Ce qui m'a plu d'abord, c'est le titre de cette table ronde. Dépenser l'argent. Joli. C'est pensé à déconstruire l'argent, à penser et le dépenser. Enfin, il y a tout un tas de sens qui nous arrivent comme ça à l'esprit. Alors la grande question qu'on va se poser tous ensemble ce soir, évidemment, c'est que désigne-t-on par le mot argent déjà? C'est beau de commencer par les mots, parce que les mots sont importants. Et vous serez d'ailleurs impliqués dans cette démarche. Attendez-vous à être inclus dans nos questionnements. Alors, évidemment, quand on parle d'argent, de fric, moi, ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, certes. Franchement, il y contribue quand même un petit peu. On a beau dire un peu, beaucoup d'ailleurs, ou passionnément, et la question va être surtout de se poser ces questions-là, est-ce qu'ils ont d'intensité de rapport à l'argent? Alors, plusieurs questionnements me sont venus en préparant cet échange, étonnamment assez intime. Et je me suis surprise à me questionner intimement sur les notions de fric, puisqu'on est dans le thème sur le fric ou d'argent, à savoir, peut-on se passer de l'argent? Est-ce que c'est possible? Et si c'était possible, comment? L'argent, pourquoi on y revient tout le temps? Ou pourquoi on n'y revient jamais? Pourquoi on en parle peu? Pourquoi on a parfois tendance à ne pas forcément l'évoquer? Dit-on particulièrement en France, enfin ça ce sera encore à débattre. Pourrait-on donc ne plus parler d'argent ou en parler autrement? Et à vrai dire, avant l'argent, c'était comment et c'était quand et c'était quoi? Alors comme je considère par souci peut-être encore un peu idéaliste que ce qui contribue en tout cas au bonheur bien plus précisément et précieusement que des pièces, des billets et des cartes bancaires, c'est encore l'échange, l'empathie, la tchatch, et qu'en plus c'est gratuit. Donc je vous souhaite la bienvenue au Théâtre Liberté pour ce temps d'échange ce soir. Voici ici celles et ceux qui vont contribuer, parlant encore avec des termes qui se rapportent à l'argent, contribuer à échanger sur ce thème. Avant de vous les présenter, et bien évidemment de leur donner la parole, j'aurais apprécié qu'on parte sur cette conférence, sur le fric, l'argent, par le prisme peut-être un peu plus sociétal. Vous verrez que ce soir, ce qui va nous lier, c'est peut-être le mot participatif, parce qu'on va vous présenter des projets où celles et ceux qui ont participé ont mis du leur pour justement produire des illustrations, des témoignages, des sons, mais aussi des images. Et j'avais envie de commencer avec vous pour nous mettre dans le bain, le grand bain, du fric, avec un projet dont Sophie Catala, qui est juste à ma gauche, s'est occupée, responsable du projet Court-métrage en Liberté 2018, que vous avez peut-être vécu début avril, hein, c'est ça Sophie, avec la projection de 5 courts-métrages qui ont été réalisés par, on va dire, des jeunes, je mets dans les mots, des jeunes, en tout cas des collégiens particulièrement. Et on a choisi de vous diffuser ce soir, pardon si vous avez déjà vu les 5 courts-métrages, mais ce sera un retour sur, quoi qu'il en soit, d'en choisir un qui traitait bien évidemment, dans le cadre du thème, de la notion de fric et d'argent. Et on a choisi, parce qu'on a besoin un petit peu de légèreté et de bonheur, de choisir celui qui s'appelle La clé du bonheur. Je vous laisse 4 minutes, c'est le temps d'un court-métrage à peu près, c'est ça, 3-4 minutes. Profitez de ce moment et puis on commencera à tchatcher juste après avoir visionné, regardé, ressenti et entendu. C'est un projet en tout cas formidable et je compte le souligner juste après que vous ayez apprécié ce court-métrage parce que c'est vraiment fabuleux ce que ces collégiens et collégiennes ont fait. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans et aujourd'hui je suis heureuse car j'ai trouvé la clé du bonheur. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là, car ça n'a pas toujours été le cas. L'année dernière, je préparais le concours de Mathémasup. Même si je n'aimais pas spécialement les mathématiques, mes parents m'avaient convaincue de passer ce concours. Le meilleur des concours, pour plus tard avoir une bonne situation et gagner beaucoup d'argent. Tout un programme. Et je peux vous assurer que j'avais travaillé d'arrache-pied. Mais le jour des résultats, le verdict est tombé. Échec. J'étais désespérée. Le monde s'écroulait sous mes pieds. De retour à la maison, j'avais peur de la réaction de mes parents et je tournais autour du pot pour ne pas leur dire, en espérant qu'ils aient oublié. Alors, tu as reçu ou pas? Non. T'es sérieuse? Et alors là, ça a bardé. Mon père m'a dit que je n'étais pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Ma mère
a ajouté qu'on ne roulait pas sur l'or dans la famille et qu'ils comptaient sur moi pour payer leur retraite. Ah, on comptait sur toi. C'est du gâchis. J'étais tellement triste de les avoir déçus que le lendemain, je suis tombée malade et je suis restée clouée au lit pendant 2 jours. Je broyais du noir dans ma chambre lorsque ma grande sœur Léa est venue me remonter le moral. Ma sœur avait tout réussi, elle. Elle avait eu mention très bien à son bac, elle avait fait de bonnes études et à présent, elle était cadre dans une entreprise et gagnait près de 45 briques par an. Et surtout, son métier la passionnait. Elle a tenté de me réconforter en me disant que ça n'était pas la fin du monde, que tout n'était pas perdu. Ce à quoi je lui répondis que l'argent ne tombait pas du ciel. Ajoutant que sans ces études, je ne trouverais jamais de travail et me retrouverais à la rue. Ma sœur m'a alors révélé que nos parents, quand ils étaient jeunes, étaient passés par plein de métiers différents. Mon père avait été plongeur dans un restaurant et ma mère avait été libraire, mais s'était faite licencier très vite car elle dévorait tous les livres de la librairie. Et puis au fond, je sais très bien que les maths, ça n'a jamais été ton fort, non ? Non, je te cache pas que j'ai jamais aimé les maths. Puis mes parents nous ont rejoints. Tu sais, ma fille, on s'inquiète juste pour toi. Ne baisse pas les bras. Je savais bien que l'argent ne poussait pas non plus sur les arbres. Et que j'avais du pain sur la planche pour trouver mon futur métier et gagner ma croûte. Un matin, ma grand-mère est venue me voir. Je lui ai raconté mes inquiétudes. Elle m'a tout de suite arrêtée. Oh là là, ma chérie, je t'arrête tout de suite. Tu sais, quand nous étions jeunes avec ton grand-père, on a connu quelques années où l'argent coulait à flot. Ah bon ? Bien sûr, ma chérie. Ton grand-père avait accepté un travail qui ne l'intéressait pas plus que ça, mais qui était très bien rémunéré. Alors certes, nous étions pleins aux as et nous payions tout en liquide. Mais il n'était jamais là. Il travaillait jour et nuit. Et quand je lui disais qu'il travaillait beaucoup trop, il me répondait que le temps, c'est de l'argent. Ce qui avait tort de m'exaspérer. Un jour, il est rentré exténué. Il a jeté sa mallette et il a dit « J'en ai ras-le-bol. » Tu as raison, ma chérie. Je quitte ce travail que je n'aime pas et qui m'empêche d'être à tes côtés. Il avait compris que l'important, ce n'était pas d'avoir un travail qui rapporte beaucoup d'argent, mais un travail qui l'intéresse. Alors garde bien ça en tête, ma chérie. L'argent ne fait pas le bonheur. Le plus important, c'est de trouver ta voie et un métier qui te plaît. Ces phrases de ma grand-mère m'ont fait l'effet d'une révélation. Moi aussi, j'allais trouver ma voie. Mais non, ma voix. Sophie, mais vraiment si on a l'occasion, vous avez l'occasion de revoir ces courts-métrages, c'est absolument fabuleux. Autour de la table, donc, Samantha Rouchard. Bonsoir Samantha. Prenez un micro, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste au Ravi. Certains d'entre vous connaissent déjà ce journal d'enquête et satirique en PACA. Chargé de projet du journalisme participatif avec les habitants de Toulon, on va y revenir pour l'édition spéciale Le Fric avec le Théâtre Liberté. Je vais poser la même question très rapidement à vous tous et toutes. Si je vous dis argent, vous me dites quoi ? Le premier mot qui vous vient, comme ça, une sorte d'écriture automatique, vous voyez ? C'est difficile. Ouais, et pourtant j'ai travaillé dessus. Pourtant, elle a travaillé dessus. Je ne sais pas si on vous entend assez bien, Samantha. Non, c'est
pas liberté forcément, parce que je travaille pour un journal où on gagne pas forcément d'argent. Voilà. Donc, Ça peut être eux aussi, hein. Argent. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être sceptique quand on dit ce mot-là. Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous le sont dans la salle. Ok, on va y revenir. Nadine Bertolino, bonsoir à vous. Vous avez un micro également. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes directrice immobilier et logistique à la BP Med, Banque Populaire Méditerranée. À Marseille, précisément, vous travaillez à Marseille. Et vous allez nous parler aussi d'un projet participatif de recueil de témoignages de certains employés de votre banque sur l'argent. C'est la première image que vous avez pu... un petit peu de l'arsène, c'est normal. C'est moi ? Côté rock'n'roll, ça ? Non ? Comme ça ? C'est bon ? La première image que vous avez pu observer là, juste en entrant dans la salle avec les témoignages de banquiers, même chose, si je vous dis argent, vous me dites ? Alors moi j'ai de la chance, j'ai eu un peu de temps pour réfléchir. Donc je dirais échange. Échange. Ah, je l'ai pris. Ah, Tu m'as oui. pris mon mot. Alors la transition est toute faite. Dites-moi si j'arrête de parler, hein, peut-être. Je sens que ça... Voilà. Éric Biaggi, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, échange a été déjà pris. Bon, vous tant pis. êtes directeur Il faut que j'invente rapidement autre chose. adjoint à la direction du groupe Ouest Varrois, également à la Banque Populaire Méditerranée à Toulon. Si je vous dis argent et que vous ne me répondez pas échange. Alors je vais chercher autre chose. Je dirais d'abord important, mais je dirais pas essentiel en fonction du choix de vie qu'on a fait. Voilà. Important mais pas essentiel. Pas toujours essentiel dans ce cas. François-Noël Gendrin, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là également. Vous êtes adjoint au directeur départemental de la Banque de France. Même question que je ne répéterai pas, sinon ça va vous paraître extrêmement redondant. Si je vous dis, vous le dites. Confiance. Confiance. Et Sophie Catala, bonsoir à vous. Vous avez un micro, Sophie ? Vous allez vous passer le micro avec François-Noël. Il y en a un là, on peut l'utiliser ici, le micro ? Oui. D'accord. Sophie ? Je le rallume ? Bon, on va faire ça, on va faire simple. Projet. Ah ça y est, alors c'est bien ça c'est bien quand j'ai même plus besoin de finalement poser la question. C'est très bien, projet. Bah, justement, le projet de court-métrage, c'est vous qui l'avez mené, en partie, pas toute seule évidemment, puisqu'on vient de le voir, ce court-métrage, l'un des 5, comment vous pourriez nous parler de l'ensemble de ce projet? On a vu à la fin des professeurs, on a vu des artistes, Kerry James, rappeur, on a vu des personnels politiques aussi qui se sont engagés. Racontez-nous, si je vous demandais de me le raconter comme si j'étais une enfant. Ça fait 5 ans qu'on essaye de donner la parole à des jeunes sur des questions qu'on estime les concerner. Donc la première année, on a parlé du harcèlement à l'école et du cyberharcèlement au travers d'ateliers de création vidéo. Donc vraiment l'idée c'est que ce soit les jeunes qui eux-mêmes puissent au cours du projet à la fois écrire le scénario et puis le découper en séquences de travail et devenir les gens qui le jouent mais aussi les gens qui le fabriquent, qui le tournent. Donc la première année c'était le harcèlement à l'école et le cyberharcèlement. Chaque année on choisit en effet un parrain qui soit une personne médiatique. Donc ce qui est drôle, c'est que la première année, c'était Patrick Bruel en fait, qui est venu insuffler un peu ce projet chez nous parce qu'il avait travaillé avec Charles Berling, notre directeur, sur la question. Qui par ailleurs aime beaucoup le poker. Qui par ailleurs aime invité pour le poker et qu'on aurait pu inviter sur le fric. Exactement. La deuxième saison, on a parlé du respect entre les filles et les garçons. Et c'était Sophie Aram qui était la marraine de ce projet. Et là, cette année-là, vraiment, le projet a commencé à être archi-vu et revu. C'est-à-dire on n'a pas fait juste la première saison, quelque chose en galopant et qui s'est bien passé parce qu'on a eu de la chance. On s'est aperçu qu'en fait, on avait su réunir quelques ingrédients quand même qui faisaient qu'on pouvait commencer à dire qu'on savait un peu le faire. Et notamment, on est arrivé à plus de 3 millions de vues sur YouTube pour certains des films, etc. On a été reconnus au niveau national et donc ça nous a lancé. C'est pour ça que quand on parlait de fric, je parlais aussi de projet. Parce que c'est ce qui fait aussi que là, de manière un peu plus confortable chaque année, on recommence à travailler sur la question. Ce qui est drôle, c'est qu'un de nos partenaires financiers sur ce projet, qui est venu nous rejoindre, c'est la BP Med. Alors, c'était pas un choix qu'on soit tous à la même table ce soir pour parler d'argent, mais le fait est que l'argent,
quand il est utilisé. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce partenariat avec la Banque Populaire nous permet de raisonner en termes de projet réellement, c'est-à-dire on se retrouve autour d'une table sur la somme qui va venir être donnée au Théâtre Liberté pour mener cette action et sur la bonne façon de l'utiliser. Donc la troisième, quand on a continué, donc on a travaillé après sur le racisme et l'antisémitisme, avec en parrain Michel Boujna, et cette année on a travaillé sur la question du fric. Avec Kerry James. Avec Kerry James en parrain. Pourquoi avoir fait le choix de Kerry James alors? Alors on a fait le choix de Kerry James parce qu'il venait dans la saison avec un spectacle qui s'appelle Aviv, qu'il a écrit lui-même, et qui traite du déterminisme social. C'est un spectacle qui rejoint ce qu'on appelle, ce qui se développe aujourd'hui, qui sont les concours d'éloquence, avec toute la structure qui s'appelle Eloquentia, et qui travaille avec des jeunes sur l'idée que contribue à la fabrication de leur propre liberté le fait de maîtriser le langage et la façon de s'exprimer. Le fait aussi de pouvoir être en conflit vertueux dans une conversation les uns avec les autres. Voilà. Donc Kerry James, il a été choisi pour ça. L'ensemble des participants au projet, parce qu'il faut savoir que, alors vous avez parlé de collégiens, c'est une chose, mais chaque année on mène le projet aussi avec un groupe de jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse et des jeunes qui sont suivis par des centres sociaux à Toulon. Donc il y a 5 films qui sont réalisés par année. Kerry James en a été le parrain parce qu'ils sont tous venus voir ce spectacle et il s'est révélé être un super bon parrain parce que du coup ils l'ont vu plusieurs fois. Son spectacle jouait vraiment du sens, alors le fric dans l'idée de la construction sociale, etc. En tout cas sous cet angle-là il était vraiment très présent. Et voilà, alors ce que je voulais juste dire, parce que je ne veux pas non plus être trop long, mais en tout cas ce film, pour moi ça a été très dur de choisir lequel des 5 films on allait projeter parce que l'intérêt du projet, et surtout sur la thématique du fric, auprès des jeunes, réside, et notamment cette année, dans le fait qu'ils ont réussi, parce que les jeunes sont formidables, il ne faut pas l'oublier, ils ont réussi à construire 5 films sur des thématiques vraiment différentes. Et des genres de cinéma très différents. Voilà. Du futurisme, de l'humour, du clip aussi. C'est ça, il y a un clip, il y a un film de zombies par exemple. Film d'horreur, un film minimaliste aussi, de gangsters. Ouais, c'est vraiment intéressant. Parce que typiquement avec la PJJ, on a la contrainte de ne pas pouvoir voir les visages et reconnaître les voix des jeunes qui jouent. Et donc chaque année, le film qui est tourné par la PJJ a une forme tout à fait particulière. Mais sur la question du fric et du lien avec l'argent, puisque tous ces ateliers, on les a menés auprès des jeunes en les interrogeant sous forme d'ateliers de sensibilisation et d'écriture sur la question de leur rapport à l'argent, sans forcément vouloir les orienter de manière trop forte, ni sur le point de vue de la discrimination potentielle liée à l'argent, même si on a beaucoup parlé de ça avec eux, mais aussi sur la question du désir et de leur désir d'avenir, parce que c'est de là qu'est venue l'envie de travailler avec eux sur la question du fric. Quand on travaille en action culturelle et sur l'artistique avec des gamins, et à qui on demande quel est ton plus grand désir d'avenir et qui nous répond ouvrir un kebab à la vallée du Var, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un désir de réussite sociale et lié aussi à l'accumulation financière, à la possibilité de consommer, qui quand on vient en tant qu'artiste intervenant nous fait un petit peu écarquiller les yeux parce que nous on s'attendait à des choses beaucoup plus poétique, enfin, je le résume un petit peu de manière brutale, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup questionné. Être poète, être un héros de la nation. Voilà, quel est ton plus grand désir, bon, ben, avoir une grosse voiture, alors nous, voilà. N'empêche que ça nous a permis d'aborder cette question-là de front avec eux, et notamment la question de leur projection dans l'avenir. Et vraiment, j'insiste, et puis j'ai rien d'autre à y gagner que le plaisir de le partager, mais allez voir les 5 films, et le making-of, parce que c'est vraiment rigolo, mais allez voir les 5 films et vous verrez que avec la même question, ils ont chacun eu une manière vraiment différente de l'aborder. Ils ont abordé la question de la consommation et puis de l'animalisation que procure la commercialisation et la société de consommation. Par exemple, je veux le dernier iPhone, je vais me battre au sens premier du terme pour aller le récupérer, ou la publicité aussi, l'abrutissement de la publicité. Voilà, la compulsion qu'on peut avoir et puis la violence sociale que peut générer cet appât alors, pas du gain, quoique il y a un film qui est aussi sur la roue de la fortune. Là, oui, alors ça c'est le clip, c'est les plus petits qui ont fait ce clip-là et qui parlent vraiment, il est très... Alors pour le coup, la poésie, on en parlait tout à l'heure, il revient, c'est vraiment des petits, puis ils ont écrit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ne pas en avoir, il n'y a pas d'espoir. Il faut aller le voir ce clip parce que ils le disent vraiment très bien et ils ont très bien résumé aussi ce qu'on a vécu nous quand on l'a diffusé devant les familles. Parce que c'était beaucoup des jeunes issus de quartiers défavorisés qui nous ont dit c'est joli, en effet c'est très poétique, puisque vous avez fait avec les jeunes, c'est vraiment
très beau, parce que vous allez voir, les films sont très réussis d'un point de vue technique et artistique aussi. Mais les parents sont quand même venus nous voir en disant, nous, on n'a pas d'argent. Et bon, c'est bien beau de dire que... L'espoir, qui est répété plusieurs fois dans ce clip, oui, par ailleurs. Mais ce que nous disaient les parents, c'est bien beau de dire que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Nous, on n'en a pas, je peux vous dire que c'est quand même vraiment un problème. Et ce film-là, il condense ça. Il nous dit à la fois, il y a autre chose, en même temps, quand on n'en a pas, c'est vraiment vrai. Et ils arrivent à très bien nous le dire. Donc ça, c'est un des deuxièmes films. Le troisième film, vous l'avez vu. Et la PJJ, ils ont vraiment écrit un des films qui venait spontanément chez chacun des groupes et qui parlait des deux stratégies de développement dans sa vie personnelle. L'argent propre, l'argent sale, l'argent facile, l'argent de l'effort face à l'argent de la réussite facile, etc. Et travailler pour gagner un peu et tomber dans la criminalité pour gagner beaucoup. C'est quelque ça. Chose de binaire à la première approche, en tout cas dans le court-métrage, mais qui se veut ne pas être forcément moralisateur à la fin. Bon, en tout cas, voilà. Et alors, pourquoi il m'en manque un? Ils sont là si vous voulez, Sophie. Vous pouvez regarder sur mes notes. Oui, et il y en a un qui est dans le futur. Alors, les enfants ont imaginé, dans le processus de réflexion de qu'est-ce que ça va être ce film, ils ont décidé d'enlever la valeur argent de leur univers et de se projeter là-dedans. Et dans ce film, ils développent toute une société où l'argent n'existe pas et elle a été remplacée par quelque chose d'assez noble, et c'est drôle de le voir en construction avec les gamins, hein, parce qu'ils ont voulu le remplacer par quelque chose de noble, le savoir. Donc le savoir. Et donc, dans cette société, il n'y avait pas d'argent, et ce qui comptait, c'était d'avoir du savoir. Et ils vont au bout du fait qu'on en revient au bout du bout, à ce que il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont pas. Et ceux qui l'ont, ça va, ceux qui l'ont pas, ils sont amenés à être moins bien que ceux qui l'ont. Et à gagner moins de points. C'est ça. Et ils finissent le film par une phrase qui dit l'argent est-il vraiment le problème? Et je trouve qu'il résume beaucoup toute la réflexion qu'on a pu mener autour de ce thème pendant 2 mois. C'est est-ce que l'argent en tant qu'objet est vraiment le problème, ou est-ce que c'est la manière qu'on a l'utiliser? Mais ça, j'imagine que ça va être tout ce dont on va débattre toute la soirée. En tout cas, ces gamins-là, et je le redis, ils sont jeunes, ils sont en effet certainement très dissipés, en effet par moments un peu brouillons, etc. Mais nous, depuis 5 ans qu'on mène ce projet, on arrive à constater à quel point, quand on les mobilise sur une question qui les concerne et qu'on leur donne un poste valorisant au sein de ça et qu'on constitue ça au sein d'une équipe avec cette espèce de Tetris de si tu fais pas ce que tu as à faire, bah, c'est tout qui se casse la figure. En vrai, ils savent le faire, ça marche, et c'est vraiment au-delà de tout, sur ces questions d'argent, d'avenir, de projection, de pauvreté qui augmente, et notamment dans les quartiers dans lesquels on intervient. En ce qui me concerne, c'est une bouffée d'air frais, de voir qu'il y a une créativité, il y a une créativité constructive, qu'il y a une possibilité d'échange et de discussion avec ces gamins. C'est parfait ça. Merci Sophie. Je cite les films, toi, Le Monde de demain, du collège Django Reinhardt, La Clé du Bonheur, collège Georges Sand que vous avez à l'instant vu, on va y revenir. Le hasard vous choisira, du collège Henri Vallon, c'est ça, hein, les Z-Génération, centres sociaux de Toulon, l'un ou l'autre, la PJJ dont vous parliez. Juste une petite question avant de réagir, vous faire réagir, juste un petit mot sur ce que vous venez de voir, parce que vous ne l'aviez pas vu avant, mais c'était un peu l'intérêt. Si je vous dis argent, vous me dites quoi comme ça, à voix haute, comme le nom d'un film magnifique aussi sur la question de l'éloquence que vous avez peut-être vu. Argent. La racine du mal. Dépense. La racine du mal, j'ai entendu dépense là-bas, quelque part. Ouais. Manque. Bonheur. Pouvoir. Moyen. Solidarité. Ah, c'est un petit peu. Ouais. Autre chose? Qui a dit sexe? Qu'il se dévoile ou se taise à jamais? Qui a dit sexe? Monsieur? C'est vous? Vous avez raison en même temps. Mais, ça va partir sur un autre débat. Madame a dit masculin alors. Quoique. Ok, merci. C'était pour prendre un petit peu la température de la salle. Une réaction peut-être, et je donne la parole à qui la prend sur ce court-métrage rapidement que vous venez de voir. Qu'est-ce que ça vous évoque? Chacun dans vos métiers, dans vos fonctionnements différents, dans vos rôles, dans la société française par ailleurs. Alors plutôt sur le plan général, c'est que en fait, c'est vrai qu'il y a une tendance quand même aujourd'hui de plus en plus à retourner, je dirais, un petit peu à ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Et c'est vrai que l'argent, vous le dites, et les petits-enfants le disent très bien aussi, quand il n'y en a pas, c'est quand même la galère. Mais bon, il faut qu'il y en ait quand même un peu. Mais quelque part, même quand il y en a beaucoup, c'est pas ça qui fait le bonheur. Il n'y a pas plus de gens heureux chez les gens riches que chez les gens pauvres.
Donc en fait, c'est bien la preuve que c'est pas l'argent qui rend heureux. En revanche, quand il n'y en a pas... Voilà. Sur la question Et je de trouve que travail, sur le... parce que là on est vraiment sur le rapport argent-travail. Pourquoi je travaille, quel sens je mets dans mon travail, est-ce que l'argent est une cause ou une raison pour laquelle je vais choisir ce travail là-dessus? Vous avez trouvé que c'était assez justement traité, en tout cas que... Oui, moi je trouvais que c'était vraiment très très bien traité. C'est très... D'abord il y a beaucoup d'humour. Oui, les jeux de mots sont très drôles. Les jeux de mots qui sont pris au premier degré. On parlait tout à l'heure de poésie, je trouve que c'est assez poétique aussi, la façon de le représenter aussi. Et puis c'est plein de vérité. C'est vraiment très joli. De retourner aussi le proverbe que j'ai utilisé pour introduire cette conférence, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, et on voit que la clé du bonheur, en tout cas pour Laura, c'est ça? Laura est ailleurs. Voilà, ça c'est aussi à débattre, et bien évidemment on ouvrira le débat à la salle plus tard. Éric Biagi, vous voulez réagir aussi? Oui, je voulais réagir parce que moi j'ai un garçon qui a 16 ans, et donc, bon, il n'y a pas de souci d'argent, donc... par contre, je dirais que sa grande qualité, c'est d'avoir fait un choix de vie. Et aujourd'hui, ces études, il les oriente complètement par rapport à son choix de vie, et non pas par rapport à l'argent. On n'en parle pas. Aujourd'hui, il a décidé depuis 2 ans de faire kiné. Et kiné, c'est un métier qui le passionne, pour X raisons, ça lui est venu d'un coup. Et donc, en fait, toutes ces études, il les oriente vers ça, mais il ne fait pas kiné, il ne veut pas faire kiné pour dire je vais gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Qui n'est pas le métier le plus mal payé Non? Je me trompe? C'est pas aussi évident que ça en a l'air. Il y a beaucoup de kinés, et c'est vrai que certains sont très très bien payés parce que, bon, dans le temps, mais les jeunes démarrent parfois avec des difficultés. Et puis tout dépend où on travaille, effectivement, dans quelle structure, et là aussi encore pour quelle... Voilà. Après, ce que je voulais simplement dire par rapport à ce que je retiens de ce film, c'est que c'est quand même assez difficile d'être jeune aujourd'hui et d'avoir ce rapport à l'argent, parce que nous, on avait une chance quand on était plus jeune, c'est qu'on n'avais pas, je parlais comme un vieux, hein, mais on n'avait pas autant de tentations. Aujourd'hui, l'image qui est véhiculée partout, que ce soit sur les réseaux sociaux dont je suis adepte, hein, parce que moi, Instagram, par exemple, j'y suis depuis la création, mais j'ai vu les réseaux sociaux évoluer vers un côté matérialiste très important, et il y a des jeunes qui sont assez traumatisés par ça, parce qu'ils ont l'impression que s'ils n'ont pas une Mercedes dans leur vie, ou une BM, parce que c'est ce que leur montrent les images, parce que c'est ce que leur montrent les clips vidéo, la publicité, ils n'ont pas réussi. L'image personnelle aussi, les filles font des selfies pour se mettre en valeur, les garçons aussi, mais je veux dire, tout ça c'est très difficile, on n'avait pas nous tout ça, donc on ne se comparait pas en permanence. Aujourd'hui il y a cette nécessité de compétition et de comparaison permanente, on est un peu en dehors de la notion d'argent, mais tout ça pourquoi? Pour arriver à une finalité qui a l'air d'être une finalité uniquement matérielle, qui ressort beaucoup au travers des réseaux sociaux. Et ça, c'est un peu le côté délicat, parce que si les enfants se laissent trop embarquer là-dedans, ils perdent la notion de la réalité. Donc là aussi, c'est aux parents, quand ils ont la chance d'avoir des parents, parce que c'est pas évident pour tout le monde, de recadrer tout ça. Et, voilà. La notion de l'argent, de toute façon, on va y revenir, parce qu'on part un peu sur d'autres sujets. Quelqu'un d'autre veut réagir? Peut-être Samantha Rouchard du Ravi sur ce film, et puis on passera à autre chose. Je suis un peu dans la peau de Chloé, puisque moi je faisais autre chose avant, et ça a été une reprise d'études qui m'a amenée vers ce métier, et que je fais au Ravi, donc comme je le disais, où l'argent c'est un peu le nerf de la guerre. Et, parce que c'est un journal indépendant, voilà, rappelons-le, financé par ses lecteurs. Voilà, donc les journalistes, on est tous journalistes, on a une carte de presse, voilà, on fait du travail sérieux. Et par contre, on se paie très mal et on compte pas nos heures, donc, mais on fait ce métier avec... on y croit, quoi. Vous n'avez pas... Je me retrouve un peu en vous, si vous me retrouvez dans Chloé, parce que ça a été le gap en motion, votre intime, tout de suite. Vous ne regrettez pas d'avoir choisi une vocation, votre voie, VOIE, qui... Pour l'instant, non. qui n'est pas en connivence, en harmonie, toujours avec un salaire ou avec la question de l'argent. On va pas se le cacher. Ne mentons pas. Voilà, c'est quand même difficile. Il y a des fins de mois très difficiles. Mais qu'est-ce qui reste alors? L'idée de défendre un métier qui, s'il est bien fait, vaut la peine, quoi. Moi, je me vois pas faire ce métier-là dans un... Je dirais pas dans un autre journal, mais dans un autre cadre. L'indépendance, c'est quand même... super indépendant, c'est super important pour pouvoir dire ce qu'on... Alors, je vais vous donner la parole aussi, mais on aborde des sujets qui sont intéressants. Samantha, gardez le micro, si vous le voulez bien. La question de l'indépendance et de l'argent,
Ça a toujours été un duo, un binôme assez explosif, hein, dépendance-argent, indépendance-argent. Qu'est-ce que vous pensez de ça dans le milieu de la presse, par exemple? Est-ce qu'on est indépendant, comme un journal, hein, ça peut être des radios aussi, des télés, parce que ça se développe de plus en plus sur le web notamment. Est-ce qu'on peut être indépendant seulement si on est financé par nos lecteurs ou nos auditeurs? Et inversement, je pourrais poser la question autrement. Oui, encore faut-il que les gens comprennent que donner de l'information, c'est quelque chose de payant. Qu'il faut que les journalistes puissent vivre et puissent faire leur métier correctement. Après, nous, dans le journal, on n'a quasiment pas de publicité. Donc effectivement, c'est très dur. On est une petite équipe, on est 6 salariés, pas tous à plein temps, mais on fait largement du plein temps. Et voilà, on est 5 journalistes, on essaie de couvrir une région. Après, on fait pas mal d'ateliers dans les quartiers et puis autres, dans les écoles, dans les collèges et lycées. Et du coup, ça, jusqu'à maintenant, on répondait à des appels à projets. Public? Oui, public, ouais. Pas de mécénat pour vous, pas de mécénat privé aux entreprises, non, uniquement public, de l'argent public. Oui, tout à fait. Donc on avait la région qui répondait, qui ne répond plus. Donc voilà. Allô? Pour les lycées. Pour les collèges, ça a été assez compliqué. Je parle de Marseille, hein, des Bouches-du-Rhône en tout cas. Donc là, le CD13 nous suit encore cette année, mais ça a été très compliqué. Je ne parle pas des autres conseils départementaux, notamment du Var. Et ensuite, voilà, c'est toujours très compliqué et on est à chaque fois obligé de se mobiliser et on est une petite équipe et on ne fait pas que du journalisme, on fait aussi bien sûr des ateliers, des projets, on va y revenir. Et puis après, il y a la question, bien sûr, vous êtes peut-être lecteur aussi de ces journaux-là, abonné peut-être au magazine Le 1, à l'hebdo. Vous avez peut-être entendu aussi ce qui s'est passé sur cette question du financement qui, malgré le fait que ce soit un financement participatif, peut être aussi très fragile dans la mesure où si vous n'êtes plus là, dans cette indépendance, le journal, la radio ou autre non plus. En tout cas, ce sont des pistes de réflexion. François-Noël Jeanbrun, peut-être que vous voulez réagir aussi comme nos camarades au film. D'abord, j'ai trouvé le film très beau et il pose, je trouve, la question de l'orientation de nos enfants, qui est, en tant que parents, une question à laquelle on est tous un jour confrontés, et l'orientation de nos enfants, c'est pas évident aujourd'hui pour des jeunes, effectivement, de savoir vers quel type d'études et alors a fortiori vers quel métier se destiner. Donc je pense que la question est très bien posée, en ce sens que on ne peut pas raisonner, me semble-t-il, à la base sur je veux faire des études pour gagner beaucoup d'argent. Je pense que, en tant que parent, je pense qu'on... Certains parents aussi fonctionnent comme ça, et d'autres jeunes aussi. Enfin, ça peut être un modèle de réussite, hein, encore l'argent. Ça peut être Après, la question du sens se pose peut-être après quelques années, et on revient à une autre question qui est pourquoi je suis là. Oui, mais elle ne se pose pas nécessairement. Mais ça pose aussi d'autres questions, c'est-à-dire quand un jeune a trouvé sa voie, mais qu'en tant que parent on se dit que cette voie elle est peut-être pas forcément très porteuse d'avenir, quelle attitude tenir, quel conseil lui donner, sans être trop intrusif. Intrusif, mais pour autant ça fait partie des questions auxquelles on se trouve à un moment donné confronté avec nos enfants. Comment on devient adjoint au directeur départemental de la Banque de France? Non, mais je suis sûre que vous vous posez la question. Enfin, je sais pas, moi je ne sais pas, en tout cas. C'est vrai ça, c'est oui. La Banque de France. Oui. Bon, je vous rassure, c'est pas une vocation. Non, c'est le film qui vous a mis dans cet état. Non, c'est pas le film qui m'a mis dans cet état. Ce sont les hasards de rencontres lors de mes études. Vous voyez, tout simplement. Voilà. J'ai rencontré un professeur à un moment donné qui nous a... On parlait de la question de l'orientation, c'est exactement ça finalement. Nous a parlé de la Banque de France.
Et voilà, et après, ben, vous vous renseignez si vous êtes un tout petit peu intéressé, et puis finalement vous grattez, puis à un moment donné, vous dites, bah oui, tiens, vous vous présentez à un concours, puis bon, ben voilà, puis vous êtes parti. Et on le disait là en coulisses juste avant, vous n'aimez pas parler d'argent, mais plutôt de monnaie. Si vous deviez expliquer la Banque de France à ces collégiens, comme on le voit sur l'écran, comment vous le formuleriez? Ben, je ne parlerai pas de fric, moi, parce que Banque de France, notre métier de banque centrale, on est au cœur de la monnaie depuis plus de 200 ans. Hein. C'est notre métier que de faire en sorte que nous sommes tous ici, les acteurs économiques, aient confiance dans leur monnaie. Parce que avoir confiance dans sa monnaie, c'est un préalable, je dirais, au développement économique dans n'importe quel pays. Si on n'a pas confiance dans sa monnaie, ben on ne va pas échanger, on ne va pas épargner, on ne va pas investir. Et ben, on voit bien derrière tout ce qui va se passer. Hein. Il n'y aura pas de développement économique, il n'y aura pas d'emploi, voilà. Enfin, c'est avoir confiance dans la monnaie, c'est la mission d'une banque centrale. Et voilà, à la Banque de France, on gère ces questions-là depuis plus de 2 siècles. C'est pour ça que vous parlez de confiance. Quand je vous ai demandé, c'est pour ça que je parlais de confiance. Ça. Et si vous regardez, par exemple, l'une des monnaies que l'on connaît tous, évidemment, le billet en euros, ben, le billet, on appelle ça, c'est la monnaie fiduciaire. Et fiduciaire, en latin, ça veut dire confiance. Ça veut dire confiance. Et ben voilà. Merci. Justement, sur la question de monnaie confiance, ça me fait penser à monnaie locale aussi, on va y revenir. Pourquoi pas justement, puisque notre lien, vous l'aurez compris, c'est aussi le participatif, la participation de vous et de nous, et des mots. Samantha, vous menez un projet de journalisme participatif. Alors c'est un mot qui est très tendance, très à la mode, participatif, mais qui produit aussi de belles rencontres, et raison pour laquelle je reviens sur votre intervention, parce que parfois on croise aussi des gens qui nous font prendre un chemin. Et accepter ça, c'est aussi pas mal. Je crois que certains des habitants et habitantes de Toulon qui ont participé au RAVI, au 162, sur le fric, sont dans la salle aussi. Alors, nous, on dit journalisme participatif, mais citoyen aussi. Oui, j'ai oublié le mot, voilà, effectivement. Parce que pour nous, le citoyen a une expertise que le journaliste n'a pas forcément, ou totalement différente. Donc oui, c'est des ateliers qu'on a menés pendant 3 mois au Café Culture. On a été très bien reçus. Donc avec les personnes qui participent et qui viennent souvent au Café Culture, et aussi l'association C3A qui fait de l'alphabétisation et du français langue étrangère. Voilà, donc ça a mixé pas mal de populations, donc c'était plutôt intéressant. Et du coup, ils ont réfléchi ensemble sur la question du fric. Jacqueline, voilà. Moussa, Anora, Becca, Marianne, Marie-Hélène, Mokhtar et Frédéric. Voilà. J'en ai pas oublié? Je crois pas. Donc il y en a quelques-unes qui sont là. Où sont-elles? Au premier rang. Ah. Et puis il y a même votre... Oui, si vous achetez... Ah là-bas. Si vous achetez le RAVI, il y a même... vous avez vu que vous êtes en peinture. Et il y a Anora et Becca qui sont là-bas. Venez là. Allez. Venez. Bah oui. Donc ils font partie du C3A. Voilà, j'ai mis leur portrait dessiné, mais juste là. Voilà, écoutez, hein, les artisanaux, on les passe, hein, je veux dire. C'est pas grave. Voilà, donc là c'est le premier rang, c'est ça? Les premiers de la classe qui ont produit une partie du RAVI 162 participatif et citoyen. Comment vous avez fonctionné? Un petit mot sur ces ateliers? Alors, on s'est retrouvés une fois par semaine pendant 3 mois. Donc d'abord, on a fait un brainstorming pour savoir ce que signifiait l'argent et le fric pour tout le monde. Ben, c'était pas la même définition forcément pour tout le monde. On l'a vu dans la salle. Voilà, tout à fait. Et donc ensuite, on a commencé à réfléchir à des sujets sur lesquels ils voulaient travailler. Et effectivement, vu que ça prend une forme journalistique, on a réfléchi à une façon de traiter ces sujets. Et donc c'est des ateliers où on les forme aux interviews, aux reportages, voilà, de façon plutôt cool, je sais pas. Il ne faut pas vous dire le contraire, ils sont voilà devant vous.
c'est plutôt des moments de rencontre sympas, quoi. Et du coup, on a réfléchi à ça, et d'habitude, en fait, on fait un supplément avec les ateliers qu'on mène. Et là, en fait, on leur a laissé le dossier central du journal. Donc, voilà, c'est une qui fait 4 pages, pour je nous. crois. Et pour eux, c'est ça 5 pages. 5 pages, je l'ai sous les yeux. Voilà, le fric, avec plusieurs thématiques, dans plusieurs villes aussi. Oui, Toulon, enfin, Marseille, on était basé sur Toulon, donc c'était compliqué de se déplacer. Mais on a fait, par exemple, ils ont fait une enquête sur les monnaies locales et complémentaires, donc ils peuvent en parler, je pense. Et effectivement, donc, ils ont fait des recherches, des interviews. Donc on est resté axé sur Toulon pour la fève, qui est une monnaie qui devrait voir le jour. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui font partie de la fève dans la salle. Qui devrait voir le jour dans quelques mois, je pense. Donc après, ils peuvent vous expliquer ce que c'est qu'une monnaie complémentaire. Voilà. Avec plaisir, oui. Et on a parlé aussi de la roue. Autre monnaie complémentaire. Voilà, autre monnaie complémentaire. Donc dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, je sais plus où, les Alpes. Les Alpes de Provence. Ouais, Alpes de Provence. Ouais. Donc là, il y a carrément une commune qui leur fait confiance et qui, pour un autopartage, utilise la roue, par exemple. Donc ça, c'est plutôt un exemple qui réussit. Et après, on a parlé aussi de la cigalonde. Donc là, c'est une monnaie locale un peu dévoyée par des commerçants, parce qu'il y a tout un côté éthique derrière les monnaies locales. Et là, c'était plutôt pour développer le commerce à la Londe des Morts. Donc voilà, ça fonctionne aussi plutôt bien. Et donc c'est à retrouver dans le Ravi. Voilà, tout à fait. Le Ravi qui est en kiosque. Jusqu'à vendredi. Jusqu'à Après, vendredi. là, on vient de boucler le suivant. Et qui pour le coup est hyper intéressant. Donc si vous avez envie de le lire et de l'acheter, on pourra le trouver à la sortie. Le Ravi sur le fric. C'est merveilleux. C'est magnifique. Simplement une question sur la monnaie locale, on y reviendra si vous voulez aussi intervenir sur cette question-là, vous qui avez participé à ce journal. Quand on vous dit monnaie locale, moi ça m'intéresse de savoir, de votre point de vue donc de représentant à 2 endroits de la Banque Populaire Méditerranée, vous ne faites pas exactement les mêmes métiers, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Qu'est-ce que ça vous évoque une monnaie locale? Vous qui êtes en contact, alors bien évidemment pas avec l'argent, mais avec les clients, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez un peu étonnant? C'est pas plus étonnant que le Bitcoin, par exemple, qui est une monnaie internationale dans laquelle j'aurais moins confiance que dans une monnaie locale. Mais non, c'est une monnaie complémentaire. C'est une monnaie qui est faite sur un lieu-dit, sur un site où les commerces, par exemple, être en difficulté pour relancer une activité localement. C'est une monnaie complémentaire. On ne peut pas vivre avec une monnaie locale parce qu'il n'y a pas de parité entre une monnaie locale et l'euro. On ne peut pas aller changer de région et puis prendre sa monnaie locale et échanger des euros à la place. Ça n'existe pas. Je crois qu'il y a une parité, non, entre la... Non, mais pas une parité officielle d'échange quand on sort du cadre. Enfin, je pense, moi je ne suis pas spécialiste de la monnaie. Pourquoi je vous voyais réagir, François Noël, un petit peu sur oui, je vous ai vu, dans le Bitcoin. Eric Biaggi a rapproché du Bitcoin les monnaies locales et vous avez fait... Oui, de loin. Vous avez eu un petit frisson. D'où vient-il? Du coup, pas. Ah oui, sur le Bitcoin, je ne suis pas du tout un spécialiste sur le Bitcoin, mais nous, en tant que Banque de France, si vous voulez, on réfute l'idée que le Bitcoin soit une monnaie. On peut redéfinir ce qu'est le Bitcoin? Je ne suis pas une spécialiste non plus. Le Bitcoin, si vous voulez, c'est un crypto-actif. Donc c'est un produit financier à très très haut risque, qui n'est adossé à aucune valeur et sur lequel, je dirais, notre position, c'est de dire aux particuliers qui s'intéressent à ce sujet-là, fuyez, fuyez parce que vous allez mettre de l'argent sur quelque chose que personne ne maîtrise, qui semble vaseux quand qui n'est adossé, comme je l'ai dit, à rien derrière, et dont les cours peuvent varier, je dirais, dans des proportions qui sont tout simplement astronomiques. C'est-à-dire qu'un jour il va valoir je ne sais combien de dizaines de milliers d'euros et 3 jours après il va être à 7000 euros, on ne sait pas pourquoi, etc. Donc le Bitcoin n'est pas une monnaie, c'est éventuellement un outil spéculatif
à très très haut risque, fuyez. D'accord, mais alors peut-on vivre ou pas avec une monnaie locale? On va vraiment revenir sur cette notion de monnaie. Alors, oui. Très clairement, je ne suis absolument pas compétent sur le sujet des monnaies locales. Je peux vous parler de l'euro. Parce que ça, c'est quand même notre monnaie commune à partager au sein d'un certain nombre de pays, 19 pays au sein de l'eurosystème. Ça, oui, on va dire que c'est notre rôle. Les monnaies locales, très clairement, on va laisser la parole du coup à celles et ceux qui ont étudié la question. Samantha, qui veut répondre? Peut-être Jacqueline et Marianne, vous avez vachement bossé dessus. C'est dommage que alors la monnaie locale. Ah bah oui, c'est dommage, mais vous allez super bien en parler puisque vous êtes maintenant de journaliste citoyenne. C'est Jacqueline, c'est ça? Non, Jacqueline. Et vous? Marianne, vous avez envie de parler vous aussi, non? Non? D'accord. Jacqueline, vous voulez dire un petit mot sur ce qu'est selon vous la monnaie locale? Je peux même vous tenir le micro si vous voulez. Bon, moi j'ai travaillé sur peut-être un peu plus d'autres thématiques, mais la monnaie locale, comme son nom l'indique, d'abord elle est locale. Donc déjà, elle n'existe plus si elle n'est plus locale. Donc, alors il faut qu'il y ait forcément, d'un point de vue très pratique, qu'il y ait des commerçants qui jouent le jeu et qui acceptent et de se faire payer en euros et de se faire payer en monnaie locale. Déjà, ça c'est la première condition. Mais alors elle est associée à des adjectifs très vertueux. C'est une monnaie que l'on dit éthique par rapport à la monnaie que l'on affuble de termes beaucoup plus péjoratifs que je ne mentionnerai pas pour ne fâcher personne. Mais c'est un principe et c'est une démarche citoyenne, locale, qui veut aussi justement favoriser tous les circuits courts et faire vivre une économie locale. Et c'est déjà en ça que c'est intéressant, je trouve. C'est en ça, en tout cas pour vous, après vos recherches, qu'elle serait ou qu'elle est éthique? Oui, en quoi elle est éthique? Pour cette raison. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on l'appelle éthique à juste titre, je pense. Quelqu'un d'autre veut réagir sur Samantha? Oui, juste une précision, en fait, il y avait aussi la notion de... Lorsqu'on prend une monnaie locale, on dépose de l'argent à la nef et ils financent des projets éthiques. Comment elle est créée une monnaie locale? Alors, ça répond à une charte quand même. On l'a pas mis dans l'article. Pardon. Mais ça répond effectivement à tout un protocole. C'est bien cadré en fait. Et voilà, il faut qu'elle soit estampillée. Pour pas qu'on puisse la dévoiler. On pourra réagir, Mais c'est vrai que participer. c'est dommage qu'il n'y ait personne de la fête qui soit venue. C'est ainsi. On fait avec ce qu'on a. On fait avec l'argent qu'on a, on fait avec ce qu'on a. Je crois que c'est pas mal de penser comme ça parfois. La question du participatif, on y revient et puis on ouvrira un peu les questions à la salle dès que possible. Sur le projet participatif qui a été mené par la BP Med, et peut-être qu'on va... Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien voilà, c'est ce que j'ai dit. Et, voilà. Et du coup, peut-être en parler aussi, puisque là, de la vidéo, on a vu du court-métrage donc sur la question de l'argent qui a été faite par des jeunes, pas seulement au collège, vous l'avez dit Sophie, mais aussi PJJ et centres sociaux. Vous, Nadine, vous l'avez fait avec quelques-uns de vos salariés pour arriver à des petites histoires de salariés de banque, et eux d'ailleurs. Vous êtes arrivé avec un illustrateur qui a mis en image et en dessin les témoignages de vos salariés. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, en fait, on a communiqué en interne. Alors déjà, on a rencontré peut-être les libertés pour définir le projet, mais bon, j'ai passé peut-être sur cette partie-là. Oui. Et donc, on a communiqué en interne sur notre partenariat avec le Théâtre Liberté pour expliquer quand même le contexte. Pour expliquer comment cette expérience s'intégrait dans notre projet d'entreprise. Parce qu'en fait, on est à la fois une ancienne banque, puisque les banques populaires existent depuis 100 ans, et une toute nouvelle banque, puisque la Banque populaire Méditerranée est issue de la fusion de 3 banques. En novembre 2016. En novembre 2016 pour la fusion juridique. Et donc, ça ne se fait pas comme ça, une fusion de banques, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et le plus long, c'est la fusion humaine. C'est-à-dire comment les gens se connaissent, se rencontrent, apprennent à travailler ensemble. Parce que quand vous avez 3 banques, vous avez 3 façons de travailler. Donc en fait, on est en plein projet d'entreprise, donc de construction de cette fusion humaine et donc de cette nouvelle banque.
Et on a estimé que ce projet s'inscrivait également dans cette démarche-là, dans la mesure où il nous permettait de communiquer d'une façon plus humaine, plus bienveillante, sur nos métiers, sur notre façon de percevoir nos métiers. Parce que pour ceux qui verront l'exposition, c'est une façon de percevoir son métier. C'est pas la façon que on peut avoir quand on fait partie d'un comité de direction. On se dit, l'image de la banque, c'est banque digitale, banque moderne. Vous verrez, donc ça fait beaucoup référence à la manipulation d'argent ou autre. Et on va donc peut-être aussi illustrer déjà ce que vous, on va dites. pouvoir, Je trouve que c'est intéressant parce que on a choisi donc 2 illustrations. Le nom de l'illustrateur aussi, Fabrice Turier. Voilà, qui a été choisi d'ailleurs par Histoire vraie de Méditerranée, qui est une association qui elle aussi est en partenariat avec le Théâtre Liberté. Et en fait, il a eu carte blanche. Donc c'était, entre guillemets, un petit risque, mesuré quand même limité. Mais en attendant, donc, on lui a donné, il a pris le micro, il a pris son enregistreur et on lui a fait porte ouverte. On lui a dit, allez-y, parlez aux collaborateurs et bien sûr, devant aucun témoin. Quelle question? Est-ce qu'il a vraiment pris la notion d'argent et de fric quand il a réalisé ces témoignages, collecté ces témoignages? Oui. En fait, la consigne, entre guillemets, si on peut parler de consigne, c'était de dire quel est votre rapport à l'argent, en votre qualité de banquier, comment vous percevez votre rapport à l'argent. Bon, c'est vrai que immédiatement comme ça, c'est un peu comme la question que vous avez posée tout à l'heure, alors l'argent, qu'est-ce que c'est pour vous? Ça ne vient pas spontanément. Donc en fait, pour lancer les histoires, on dit, racontez-nous une anecdote que vous avez vécue dans votre passé plus ou moins lointain, récent ou autre. Passer par le récit et le témoignage. Voilà, on est passé plutôt par ça. Et on va justement parler du métier et de percevoir, peut-être, on va pas se mentir, c'est vrai qu'on est tous empreints un petit peu d'image, quand on parle de métier, c'est évident, moi la première, de découvrir aussi l'humanité à travers tout type de métier et particulièrement le métier de banquier ou de banquière, et ça c'est assez intéressant. On va vous laisser peut-être, je suis désolée de s'écarter un petit peu. Alors je vais le lire. J'ai eu la chance il y a longtemps de travailler en agence dans un petit village de Provence. Nous n'étions que 3, et un de ces jours de mai, où les moutons descendent vers les alpages, nous avons eu la visite d'un de nos clients, un berger. Il avait un chapeau bizarre, une vraie dégaine, et surtout un sac rempli de billets. Ces moutons vendus, il nous apportait ces liasses, toutes soigneusement tissées, triées par 10 et épinglées avec les seringues qu'il avait utilisées pour piquer les moutons. On essayait de compter ça sans se blesser, de peur d'attraper une maladie ovine. J'ai oublié son nom, dommage. Pour nous, ça avait été un vrai bol d'air frais, ce personnage à l'antithèse du banquier qui nous avait emmenés dans son monde à la Giono. Alors, déjà, moi j'ai envie de vous poser cette question, elle me démange un petit peu, on peut se... Pardon, je vous en prie. C'est quoi l'antithèse du banquier? Eric Biaggi ou... c'est... voilà. Alors, donc c'est un banquier, n'est-ce pas? Pardon. Bon, il évite les cravates maintenant, parce que c'est un petit peu passé là. Donc le stéréotype du banquier, ce serait pour trouver l'antithèse. Non, je ne suis pas le stéréotype du banquier, parce que j'ai une vision de la chose plutôt du côté entrepreneurial, parce que j'ai travaillé, ça fait 30 ans que je suis dans la banque, mais sur ces 30 ans, j'ai passé 21 ans avec des chefs d'entreprise, donc j'ai une vision plus orientée entreprise que métier du particulier, mais que je connais bien aussi. Donc l'antithèse du banquier, ça serait la personne qui est là pour prendre l'argent, pour gagner beaucoup d'argent sur le dos des clients. Non, franchement, parce que quand... Il y en a. Non, mais pas notre niveau. Ah oui, on n'est pas... Dans les banques comme les nôtres, on est des banques qui sont des banques régionales, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui... De proximité. De proximité, quand vous placez 100 euros, 120 euros sont redistribués en financement dans l'économie régionale. Donc on n'est pas là pour individuellement gagner de l'argent. Je vais vous poser cette question et je la reformule parce qu'elle n'était peut-être pas claire, mais c'est Thierry, et c'est un banquier qui raconte cette histoire. Alors pourquoi Thierry? Et puis c'est joli, c'est très poétique, il y a du Giono, il y a peut-être lui de le sortir de son métier de banquier. Parce que voir arriver, comment il le définit, il avait une vraie dégaine. Voilà. En fait, il y a une certaine uniformité quand même, il ne faut pas se voiler la face. Voilà. Dans les collaborateurs qui travaillent dans une banque, d'ailleurs, on leur demande, c'est pas dans le règlement intérieur d'une banque, il y a tenue correcte exigée. C'est pas, on ne va pas travailler en tongs, en short. C'est une exigence, en tout cas. Voilà, tout à fait, c'est une exigence. Je pense que c'est aussi une exigence, en tout cas, on perçoit ça comme ça, de la part des clients aussi, qui, quand ils entrent dans une banque, ils entrent dans un lieu un peu différent.
Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'à sacraliser? On attend aussi un peu autre chose quand on rentre dans une banque. Et donc l'antithèse, là, c'est ça. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je le comprends. Hein. C'est que il est rentré dans une banque propre, voilà, nickel, tout à sa place. Rien qui dépasse. Rien qui dépasse. Et puis, tu avec son chapeau tordu, enfin, mou, en tout cas, je sais pas si c'est tordu, mais son chapeau mou de berger. Voilà, et puis son naturel, sa dégaine, sa verve, certainement aussi, parce que je pense que ça devait être assez folklore, comme on dit. Et puis, bon, en face de lui, il avait des jeunes ou moins jeunes, mais en costard-cravate, et puis voilà. Mais là, c'est un client qui est décrit, enfin, peut-être que je me trompe, mais c'est un client tout à fait. Qui est décrit, et c'est le banquier qui, effectivement, raconte cette rencontre. On va en voir en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, au-delà de l'anecdote des épingles, enfin des seringues ou autres, c'est que ça montre bien que, c'est ce que disait Eric aussi, c'est qu'en fait, c'est un métier de relation, le métier de banquier. Et on prend plaisir, voilà, on prend plaisir à être banquier, pour employer ce terme-là, hein, salarié de banque, lorsque justement on a toutes ces rencontres. Parce que chaque fois que vous avez un client en face, vous avez une rencontre. Parce que vous avez une rencontre entre deux êtres humains, quoi, en fait. Hein. Dans les banques de proximité. Dans les banques de proximité, encore, mais... Oui. Voilà. Et vraiment, on prend plaisir dans la relation humaine avec les clients. Je dis pas, il peut y avoir des moments difficiles, des relations tendues, voilà, en fonction des situations des uns et des autres. Mais c'est vraiment ça, le cœur du métier de banquier, c'est la relation humaine. Justement, les situations difficiles. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième illustration, s'il vous plaît? La première tâche quotidienne d'un chargé part ou d'un conseiller pro, c'est la gestion des écartés. Toutes les opérations non autorisées se présentent automatiquement le matin et il faut gérer rapidement. On a une liste des clients en dépassement négatif, des débiteurs chroniques, entreprises ou particuliers. On se renseigne, s'il y a un souci, on les appelle, on les réveille parfois et ils n'ont pas forcément envie de nous parler. Et on doit les prévenir pour ne pas creuser les découverts. C'est une tâche difficile, la gestion des écartés. Et c'est chaque matin. On valide ou on rejette. Et c'est Karine, donc, qui travaille aussi à la BBMED, qui a livré ce témoignage. Là aussi, pour le coup, pardon. Ouais, peut-être faire réagir aussi Samantha Rouchard, par exemple, sur cette... en train de tout casser, c'est bon, du ravi. Oui, ou bien sûr François-Noël Jeanbrun, enfin peu Moi importe. je disais juste que mon conseiller financier m'envoie un texto. Voilà. Ça veut dire que je suis écartée. Mais il m'appelle pas. Alors, il est timide. Ça, c'est un petit peu de la mauvaise foi quand même. Non, effectivement, c'est d'abord revenir sur ce témoignage qui, effectivement, est empreint, on l'a vu, d'émotion, parce que j'imagine que, comme vous l'avez dit, il y a de l'humanité dans certaines rencontres, et puis certains banquières ont cette notion-là. Et puis, elle emploie, Karine, la notion d'écarté, quoi. Il la met entre guillemets, et je pense qu'elle a dû dire à l'illustrateur de le mettre entre guillemets, ce qui montre qu'elle est peut-être aussi pas toujours à l'aise avec ça, et que, effectivement, ça se comprend. François-Noël Jeanbrun voulait réagir, mais effectivement, il arrive aussi que les banquiers envoient des textos. Voilà. Donc, il y a de tout pour faire notre monde. Vous vouliez réagir sur cette illustration-là? Peut-être c'est de l'avant? Oui, non, je voulais réagir sur cette illustration-là parce qu'elle renvoie directement à un certain nombre de missions qu'assure la Banque de France. Mon propos ici n'est pas de vous parler de la Banque de France et de vous présenter l'ensemble des missions que réalise la Banque de France, mais on a plaisir à dire à la Banque de France qu'on a la tête à Francfort. Francfort, c'est le siège de la Banque Centrale Européenne. C'est là où sont prises toutes les décisions de politique monétaire sur les taux dont vous entendez peut-être parler de temps en temps, et auxquels participe notre gouverneur, notre boss. Donc on va dire qu'on a la tête à Francfort, vous voyez, dans des considérations de macroéconomie, de taux d'intérêt, enfin, voilà, etc. Mais on dit aussi qu'on a les pieds sur le terrain, on a les pieds dans le territoire, on a les pieds dans la vraie vie. Et ce qui est derrière cette illustration, moi, au niveau de la Banque de France, ça me renvoie à tout ce que l'on fait au service des particuliers. Puisqu'une des missions de la Banque de France, alors j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous le savent, mais c'est notamment de gérer le surendettement des particuliers.
Donc la notion d'écarter ici, vous voyez, ça me renvoie à ça, hein, la personne qui a des difficultés, qui a son compte, qui est négatif, peut-être qu'elle n'arrive pas non plus à faire face à ces échéances de crédit immobilier, etc. Et peut-être qu'à un moment donné, elle va se trouver dans une situation telle qu'elle va venir nous solliciter pour qu'on l'aide à trouver une solution avec ses créanciers. Et c'est cette mission que l'on assure, notamment l'une des missions que l'on assure sur le terrain, ici à Toulon, dans chaque département, où on aide, alors l'année dernière, hein, en 2017, on a aidé au niveau national environ 180 000 familles qui étaient en situation donc, de surendettement à trouver une solution pour remédier à leurs difficultés. Et comment alors? Par quels moyens? Par tout un type de moyens que nous a donné la loi, avec il y a plusieurs voies possibles, si vous voulez, hein, dans cette situation. On va faire l'état de la situation financière de la personne qui dépose. Enfin, quand je dis la personne, ça peut être une personne seule, ça peut être un couple. Hein, de la situation financière, on va dire des débiteurs qui déposent leur dossier. On va faire état de leurs ressources, on va faire état de leurs charges. Et on va déterminer éventuellement une capacité de remboursement. Et à partir de là, si on a une capacité de remboursement, je vais le dire très simplement, on va imposer aux créanciers un plan de remboursement qui va s'imposer aux créanciers. Si on n'a pas de capacité de remboursement, ce qui malheureusement est le cas dans beaucoup de situations, hein, on a des gens qui sont là parfois en très grande difficulté, eh bien on va pouvoir prendre éventuellement une mesure d'attente en se disant que peut-être la personne dans le foyer, une personne est sans emploi, mais que vu sa qualification, ses diplômes, il y a une bonne chance que cette personne retrouve une situation et donc une amélioration de ses ressources à un horizon de 2 ans. Et à ce moment-là, on réexaminera la situation un petit peu plus tard. Ou lorsque l'on a des personnes dont la situation est dite, j'aime pas tellement le terme, mais c'est comme ça, irrémédiablement compromise. Voilà. C'est la loi, hein, c'est ce qu'on trouve dans la loi. Et bien à ce moment-là, on a même la possibilité, alors après c'est le juge qui va entériner ou pas la proposition de la commission de surendettement, mais on peut même aller jusqu'à un effacement des dettes. C'est-à-dire que on efface l'endettement de cette personne. La contrepartie, c'est que la personne va être fichée pendant une certaine durée, mais elle n'aura plus de dettes. C'est ce qu'on appelle cette fameuse loi qui avait été mise en place, c'est la loi de la deuxième chance. Hein. C'est le rebond, on dit à un moment donné, bon, effectivement, ça ne sert à rien de vouloir essayer d'échelonner, de faire rembourser la personne sur des années et des années. On fait un reset, si je peux me permettre, pour faire en sorte que la personne puisse repartir avec une situation. Voilà. Ça, c'est le surendettement. Et ce que je voulais aussi dans mon mission qui se rapporte à ces difficultés-là, c'est qu'on a notre mission aussi qui est ce qu'on appelle le droit au compte. Vous voyez là la personne qui est comment on l'a chargé part. Le chargé part là qui exclut un client, parfois un banquier, ils sont là, ils ont le droit de le faire, peuvent dire à un moment donné qu'ils ne veulent plus monsieur un tel ou madame un tel comme client ou telle entreprise comme cliente. Et donc c'est particulier qu'il y a un moment donné où ces entreprises qui vont se retrouver sans compte ne peuvent pas fonctionner parce que pour percevoir un salaire, pour percevoir une allocation, si vous avez une allocation de la CAF, il faut nécessairement un compte bancaire, on ne peut pas en cash. Et donc la loi nous a donné, au niveau de la Banque de France, la possibilité de désigner une banque. Donc on va procéder à une désignation d'un banquier qui sera obligé d'ouvrir un compte à cette personne ou à cette entreprise. Le fait d'avoir un compte en France est un droit. Voilà. Je vois l'heure qui défile et puis peut-être l'envie aussi que vous avez de réagir. On a abordé beaucoup de sujets. Alors on aurait pu aussi parler, je regarde Samantha Rouchard
de l'écart des richesses aussi et de la répartition, ça c'est quand même un autre sujet, mais que vous avez aussi traité et développé dans votre numéro 162 du RAVI, donc je tenais à le souligner. Juste un petit chiffre comme ça qui m'a, comme ça, quand j'ai lu le journal, en PACA, la région où l'écart entre les plus pauvres et les plus riches est le plus important, grâce à la suppression de l'ISF, je lis une partie de votre article, les fortunés niçois et aixois, pardon pour eux, comme ça, vont gagner respectivement 20 millions d'euros par année et les riches marseillais empocheront 38 millions d'euros. C'est le constat d'Hervé Guéry, notamment, économiste et directeur du Centre d'observation et de mesure des politiques d'action sociale, le COMPAS, qui a travaillé sur plusieurs études concernant la PACA. Ce sera mon dernier mot.